Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester sur l'RTM. C'est l'heure. Actu Hebdo, canal 12 au 13. Nos invités ce 27 novembre 2022, Monsieur Emmanuel Sagara, président du comité de pilotage du projet GISTRA. Bonjour, Monsieur Sagara, Bonjour, bienvenue. Monsieur. Également sur le plateau, Monsieur Mamadou Sow, directeur général des transports. Bonjour, bienvenue, Monsieur Sow. Bonjour. Troisième invité, M. Youssouf Bagayoko, directeur national de la promotion de l'enfant et de la famille. Bonjour, Jean-Bélé. On a oublié les femmes chez vous, bien. Qu'est-ce qu'il se passe? La direction nationale de la promotion de la femme. Ah, d'accord. Oui. Ah, qui prend la femme aussi Oui. à part. Oui. Exclusivement dédié à la femme. Oui. Ah, bah, très bien. OK. Merci, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. OK, on va aller directement avec le premier sujet. On va voir les images en off. Le Forum national des jeunes de foi au Mali. Les travaux ont été tenus cette semaine ici à Bamako. Ils ont duré 4 jours, contribué à construire des communautés religieuses inclusives pour une refondation authentique du Mali. Et cela à travers sa jeunesse. C'était là l'objet de ce forum. Il y en avait plusieurs, c'était l'objectif principal. 3 jours de travaux, plusieurs communications et d'autres centres des échanges. Une particularité de ce forum, chrétiens et musulmans, côte à côte. Tout le monde était là. C'était donc là les images de cette rencontre importante, un point de convergence entre l'ensemble, convergence de l'ensemble des couches de notre pays. C'était bien cela, Monsieur Sagara. Tout à fait. Alors, GISTRA, 4 jours, vous avez dit contribuer à construire des communautés religieuses inclusives pour une refondation authentique du Mali, et cela à travers sa jeunesse. Pourquoi mettre la jeunesse au cœur de ce forum? Merci, Monsieur Diomélé. Bonjour, chers collègues, j'allais dire. Je voudrais commencer par dire bonjour à tous les téléspectateurs et tous les auditeurs de l'ORTN 1. Je voudrais remercier cette opportunité qui nous est offerte pour parler d'un sujet assez sensible et qui est d'actualité. Et ça tombe bien, parce que vous parlez de Actu Hebdo. Je voudrais ensuite, dans notre pure tradition, demander pardon avant de prendre la parole, parce que c'est toujours très dangereux de parler. Et je voudrais, en dernière position, avant ce mot introductif, dire que tout ce que je vais dire durant cette émission, parce qu'on va parler de religion, n'engage que ma personne, n'engage que mon mouvement, qui est le mouvement des cadres et responsables chrétiens du Mali, et engage un peu le projet GISTRA, dont je suis le président du comité de pilotage. D'accord. Merci beaucoup donc pour votre question. Quand on regarde ce qui se passe actuellement dans le monde et au Mali en particulier, il y a beaucoup de discussions à propos des conflits qui naissent à cause de la religion. Et nous nous sommes dit, parce que je dirige un mouvement qui s'appelle le mouvement des cadres et responsables chrétiens du Mali, et ce mouvement a été parmi d'autres, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, choisi à travers un projet qu'on appelle GISTRA, Initiative conjointe pour une action religieuse stratégique, c'est la version française. En anglais, c'est Joint Initiative Strategic Religion for Action, qui est un projet financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, qui a identifié 7 pays dans le monde, Éthiopie, Indonésie, Irak, Kenya, Mali, Ouganda, pour parler justement des problèmes de liberté religieuse, pour qu'il y ait une cohabitation. Et nous avons été au niveau du Mali choisis, parce qu'il y a 3 associations qui ont été choisies, une association catholique, une association musulmane et une association protestante. Très bien. Pour faire la mise en œuvre à partir de 2 consortiums, organismes internationaux qui sont Search for Common Ground et Tierfond. Et nous avons dit au MCRC, notre objectif c'est que la première victime de toutes ces incompréhensions religieuses, ce sont les jeunes.
Parce que très souvent, qui va se faire exposer, qui va prendre les armes, qui va être intolérant, c'est plutôt les jeunes. Et nous avons pensé que c'est parfois l'ignorance, et c'est surtout l'ignorance. Donc les jeunes sont les premières victimes, vous voulez dire. Voilà. Alors vous avez tout à l'heure dit que ce sont 7 pays dans le monde, ce n'est pas seulement qu'en Afrique, qui sont touchés par ce projet. C'est ça. Alors pourquoi le choix de ces pays? Est-ce que c'est là-bas que le danger est plus imminent? Est-ce que c'est là-bas qu'il y a beaucoup plus la manifestation des dissensions entre les différentes religions? Et puis, dites-nous, toutes les religions sont vecteurs de cohésion, mais pas de dissension. Qu'est-ce qui a suscité ça? Pourquoi ces pays? Parce qu'effectivement, les initiateurs de ce projet ont dû faire une analyse géostratégique et ont vu que dans ces pays-là, pour le cas du Mali, c'est très évident. Depuis 2012, vous savez, c'est que d'ailleurs, le Haut Conseil islamique refuse le terme djihadiste et à bon escient. On s'est rendu compte qu'on utilise la religion, au nom de la religion, qui normalement ne devrait pas faire cela, on utilise la religion pour faire du mal. Alors, autant qu'il n'y a pas eu de problème éthique au Mali, on n'a jamais vu également de problème de religion, mais pourquoi maintenant ces grands mouvements d'ensemble? Parce qu'il y a un danger. Oui, le danger est là, l'ignorance. Nous avons, pendant ces 3 jours, les jeunes nous ont dit, je ne voudrais pas anticiper sur ce que je vais dire par rapport aux conclusions, les jeunes ont dit, mais pourquoi vous avez attendu maintenant pour nous parler de ça? La plupart de nos réactions par rapport à nos confrères d'autres religions, c'est parce qu'on ne connaît pas. Donc nous avons dit, nous avons bien fait le choix de faire ça parce que pendant 3 jours, nous avons pris des communicateurs de haut niveau pour expliquer pourquoi ces choses arrivent. C'est que les gens sont ignorants. Or, l'ignorance est à la base de l'intolérance. Quand vous ne connaissez pas, vous vous méfiez. Mais dès que vous connaissez, le problème est résolu. Je sais pourquoi vous faites ça, ça me tranquillise. Donc c'est pourquoi on a focalisé sur les jeunes. Parce que c'est eux les premières victimes, c'est eux qu'on enrôle, c'est eux qu'on utilise. Parfois pour un rien. Il y a d'autres raisons, bien entendu. Mais nous nous sommes focalisés parce que le mouvement que je dirige, qui est le mouvement des cadres et responsables chrétiens, où il y a chrétiens et musulmans, ça c'est un autre débat, on ne va pas le faire ici, nous sommes mis à l'œuvre pour faire comprendre aux gens que nous avons intérêt à aller dans le dialogue interreligieux. Ok. Voilà. Alors, quels sont les éléments du langage et quelles sont les armes que vous aviez à mettre pendant ces 4 jours de rencontre pour dire aux jeunes, voici les points de convergence, voilà ce qui doit nous aider, qui est plus important que ce qui doit nous diviser. C'est-à-dire, c'était quoi vos éléments? Alors, nous avions 4 communicateurs de haut vol. Premièrement, un communicateur qui nous a dit, dans nos repères socio-culturels, notre société même, sans que ce ne soit l'islam ou le christianisme, qu'est-ce que notre société nous dit par rapport au vivre ensemble, par rapport à nos croyances? Alors, en une phrase, qu'est-ce qu'elle nous dit, en substance? Eh bien, elle nous dit que nul n'a le droit de s'attaquer. Une phrase plus simple. Connaissez-vous une religion traditionnelle qui a fait de la campagne pour qu'on vienne dans sa religion? Ça n'existe pas. L'islam fait la campagne pour qu'on devienne musulman, le christianisme fait la campagne pour qu'on devienne chrétien, mais la religion traditionnelle ne fait pas de campagne. Vous venez ou vous ne venez pas. Donc c'est le respect de l'autre, c'est la tolérance de l'autre. Donc on a vu dans notre société comment est-ce que les gens vivaient dans leurs croyances individuelles. Donc on a pris, c'est le professeur Iban Ndiaye qui nous a donné cette première conférence, que les jeunes ont tellement aimé qu'ils nous ont dit mais on peut rester rien que sur ça. D'accord. Alors si on comprend un peu, vous voulez dire qu'on a été un peu désaxé dans nos racines, voilà ce qui fait. On ignore même ce que nous possédons. D'accord. On ignore, et je vais vous dire, puisque je vois que on confond très souvent le monde judéo-chrétien et le christianisme, on confond le monde arabo-musulman et l'islam. D'accord. Vous êtes là pour nous le dire en français facile. En français facile. Oui. L'eau utilise la forme du récipient dans lequel on le met. La religion aussi passe par des endroits et prend souvent les éléments de ces religions. Et on pense que c'est la religion. Ce que la religion ne dit pas, ce qui est occidental, on pense que c'est chrétien. Ce qui est arabe, on pense que c'est musulman. Il y a des arabes chrétiens, tout comme il y a des occidentaux qui sont musulmans.
Donc les gens confondent, font cette confusion, et à partir de là, on fait des dérogations et on arrive à des conflits tels que ceux que nous vivons. Alors très bien, nous avons également d'autres invités. Okay, allez-y. Oui, la deuxième conférence, c'est qu'est-ce que nos textes du Mali disent par rapport à la liberté religieuse. D'accord. Troisième conférence, qu'est-ce que l'islam dit par rapport à la convivialité religieuse. Et qu'est-ce que le christianisme protestant ou catholique dit par rapport à ça. Donc voilà les textes sur lesquels, les conférences sur lesquelles on s'est basé pour avoir ces 3 jours de débat. D'accord. Alors, nos invités sur le plateau, ils ont leur avis. Et monsieur, oui, c'est le directeur. Oui, bon, le plus souvent aussi, on constate que les jeunes sont enrôlés parce que souvent ils sont désœuvrés. Est-ce que les thématiques qu'on porte sur ça, comment faire occuper les jeunes afin qu'ils ne soient pas attirés par, en tout cas, les faux désespoirs, en tout cas, comme cela. Vous dites très bien, et c'est correct, M. Sow. Nous, chacun a son rôle à jouer. Le désœuvrement des jeunes, ce n'est pas notre option. Les jeunes ont soulevé, nous-mêmes nous avons fait ce constat, mais il faut que l'État joue son rôle. Et c'est ça aussi la partition de l'État de ne pas laisser les jeunes désœuvrer. Mais nous, ce que nous avons voulu faire, c'est de les informer déjà. Parce que sous le couvert, les gens, quand ils leur donnent une arme ou leur donnent de l'argent, ils ne disent pas « vous êtes désœuvrés, prenez de l'argent ». Ils leur disent « on ne pratique pas la religion ». Quand en 2012, des gens sont venus d'ailleurs jusqu'à Tombouctou, qui depuis des millénaires pratiquent la religion, on leur dit « vous n'êtes pas musulmans », il faut se poser des questions. Est-ce que on utilise la religion, on a dévié la religion. C'est parce que les gens c'est pas parce qu'ils sont juifs, musulmans ou catholiques, occidentaux qu'il y a des conflits. C'est parce qu'ils ne le sont pas. Ok. Alors ça, c'est une méthode utilisée par ce qu'on appelle les obscurantistes. Voilà. Et ce n'est pas seulement valable dans le domaine de la religion, mais on le voit également, cette opération de séduction, récupération de la jeunesse, c'est également au niveau politique, non ? Oui, tout à fait. Moi, je voudrais vraiment remercier cette initiative à l'endroit de la jeunesse, surtout mettre les jeunes de différentes confessions religieuses au niveau du Mali, et pour que nous puissions accompagner cette jeunesse pour qu'elle ne tombe pas dans des travers. Je pense que c'est très important. Et au niveau politique, vous l'avez dit, effectivement, la jeunesse a besoin d'être informée, d'être orientée pour qu'elle puisse faire la part des choses. Parce qu'avant d'être chrétien, avant d'être musulman, avant d'être quoi que ce soit, on est tout d'abord malien. Donc c'est ce qui nous unit. Donc l'essentiel, là, il faut le préserver. Okay. Parce qu'il faut communiquer beaucoup là-dessus. Ok, alors... Je voudrais juste vous dire qu'il y avait quand même 300 jeunes, 150 musulmans et 150 chrétiens, dont 75 catholiques et 75 protestants. D'accord. La parité, on a gardé, de manière à ce que... Et les gens, mais pendant les 3 jours, tu ne sentais pas qui était musulman, qui était chrétien. Les jeunes ont dit, ils ont créé immédiatement une association. Ils ont dit, il faut que cette association soit reconnue par l'État parce que nous savons pourquoi désormais on nous dit des choses qui ne sont pas vraies. Comment elle s'appelle déjà, cette association ? Pour l'instant, ils ont dit l'association des participants au forum, mais ils n'ont pas encore trouvé un nom. Très bien. Alors, on a compris, selon vos explications, que la cause essentielle, il peut y avoir plusieurs, mais essentiellement, c'est le manque d'information. Très bien. Alors, ça veut dire qu'on a diagnostiqué, on a repéré le mal. Et là, vous avez raison, vous avez dit quand on ne comprend pas, on est intolérant. On est intolérant, oui. D'accord. C'est vrai, l'information, c'est important. Quand on ne comprend pas, ou on ne réagit pas, et dans la plupart des cas, on réagit mal. Donc, l'information, c'est capital. L'éducation, c'est essentiel. On veut aller au-delà de la tolérance. Nous voulons aller au-delà de la tolérance. La tolérance, c'est que, M. Diombele, vous êtes là, je suis là, je dis, bon, je vous tolère. Nous voulons l'acceptation. D'accord. Aller jusqu'à l'acceptation. D'accord. Alors, quelles sont vos conclusions ? Nos conclusions, c'est que les jeunes ont fait des recommandations fortes. Au niveau individuel, ils ont pris d'abord des engagements. Au niveau individuel, ils ont dit, moi, une fois que je vais quitter ici, voilà ce que je vais faire. Je vais lire le livre de l'autre, je vais chercher à comprendre ce que l'autre fait, individuellement. Et si je connais un ami qui n'est pas de la même religion que moi, qui n'est pas du même bord que moi, je vais lui apprendre ce qui se passe chez moi.
Donc, plusieurs activités comme ça. Au niveau familial, ils ont dit, dans la famille, si ma famille a des acquaintances avec une autre famille qui n'est pas de la même religion et qui a des comportements, je vais dire à mon papa ou à ma maman, ah papa, moi j'ai appris des choses, il faut peut-être qu'on approche les autres. Troisièmement, au niveau des actions communes, au niveau des associations, que les associations fassent des actions communes. C'est ce qu'on appelle en termes de dialogue, le dialogue de vie. Il y a le dialogue de vie, c'est la convivialité et le vivre ensemble. Et la deuxième partie du dialogue de vie, c'est le dialogue d'action. On est ensemble, on fait la même action pour l'intérêt de tout le monde. Et dans les recommandations, ils ont demandé à l'État que cette initiative que le projet GISRA a pris à travers le MCRC soit multipliée et soit reproduite dans toutes les régions. Justement, on allait vous poser cette question de savoir, mais est-ce que ça s'arrête là, ce forum, et la suite? Non, le projet dure 5 ans. D'accord. On a commencé en 2021, ça dure jusqu'à 2025. Le projet dure 5 ans et ça rentre donc dans les activités. Puisque les jeunes ont demandé, parce que cette initiative est venue de nous, MCRC, pour une première fois, maintenant qu'ils ont demandé de le multiplier, dans les plans d'action à venir, on va introduire le fait qu'il faut démultiplier ce forum avec des groupes de plus en plus proches des populations. D'accord. Alors, il y a les chrétiens, il y a chrétiens musulmans catholiques, il y a les musulmans, mais pas que. Quand on parle de la population, non. Alors vous ne prenez pas les autres. Il y a d'autres croyances où il y en a qui ne croient en rien, qui peuvent être récupérés également par des esprits malveillants. Est-ce qu'il y a des actions à destination de cette couche-là? Oui, vous savez, pendant tout le forum, on n'a pas dit envers les chrétiens ou envers les musulmans, on a dit envers toute personne qui n'est pas de la même croyance que toi. Ah ben très bien, ok. Envers toute personne qui n'est pas de la même... Parce qu'il y a la foi... Ça englobe tout le monde. Ça englobe tout le monde. Ah bon, et là, personne n'est exclu. D'ailleurs, dès le moment où vous commencez à exclure, vous ne pouvez pas faire partie. Moi, comme président du comité de pilotage du GISRA, j'ai dit aux gens, nul ne peut appartenir à ce projet s'il n'est pas tolérant. D'accord. Alors, et le message fort qui sort de ce forum? Le message très fort, c'est que je vais prendre cette phrase, je ne sais pas, vous me posez cette question comme ça, cette phrase d'Amadou Hampâté-Bâ. Il y a 3 vérités. Lesquelles? Il y a ta vérité, il y a ma vérité, et puis il y a la vérité. D'accord. Et c'est justement que toi, tu saches que ta vérité, c'est ta vérité, mais que ce n'est pas la vérité. Et que ma vérité, c'est ma vérité, mais ce n'est pas la vérité. D'accord. La vérité, c'est celle qui est là. Et personne ne peut enjoindre à l'autre, c'est-à-dire à l'être suprême, de t'obliger à m'obliger à aller dans ta vérité. C'est lui qui nous pose la question. Qui es-tu pour obliger ton voisin à faire comme toi? D'accord. En matière de religion, en matière de croyance, c'est la liberté totale. D'accord. Alors, votre vérité, c'est une vérité. La mienne est une vérité. Voilà. Mais la vérité... Merci bien. Ok, très bien. On va passer au deuxième sujet, mais on vous donnera la parole encore. On est 3 sur le plateau. Le principe de l'émission, c'est 2 personnes, 2 sujets. Aujourd'hui, on en a 3. Ça veut dire qu'on va corser un peu. Le deuxième sujet, donc, c'est grande conclave des acteurs des services des transports au Mali. L'événement était placé sous le thème « Développement des transports de masse » devrait permettre aux divers acteurs d'échanger avec le gouvernement et les bailleurs de fonds sur les voies et moyens pour rendre nos services de transport plus performants. Les images qui nous sont rapportées donc par Alucénou Touré. Et pour répondre à nos questions, on va le rappeler, Monsieur Mamadou Sow, directeur général des transports. Avant, vous étiez directeur national? Oui. Ok. C'est sa transformation. Oui, c'est une des réformes majeures de l'année 2002. D'accord. Qui a érigé la direction nationale des transports terrestres, maritimes et fluviaux en direction générale des transports. Qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter un plus en termes de flexibilité, en termes de diligence de traitement des dossiers. En termes de responsabilisation des structures déconcentrées. D'accord. Voilà. Ok. Alors, développement des transports, c'est bateau comme ça. Hein? Oui. D'accord. Et c'est, on va dire, terme générique. Alors, qu'est-ce que vous entendez par développement des transports de masse? Oui. Vous savez, le développement des transports de masse,
c'est le système qui peut permettre le transport d'un grand nombre de passagers. D'accord. En ce qui concerne le transport de personnes et un très grand nombre, un plus grand volume de marchandises en ce qui concerne le transport de fret. Contrairement au transport individuel où un individu est dans son véhicule et trajet domicile-travail, où ils sont deux dans le taxi, ça fait plusieurs véhicules qui occupent le réseau routier, alors que un système de bus organisé, de métrobus, de tramway, peut transporter en même temps, au même moment, un grand nombre de personnes sur ce trajet-là. Mais depuis tout le temps qu'on en parle, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Vous savez, il y a eu, depuis 1962, il y a eu la première création de la Société nationale de transport urbain du Bamako, qui est de 62, qui a fermé boutique, on peut dire comme ça, en 68. Et ensuite, il y a eu des initiatives privées. Il y a eu la CMT, la compagnie malienne de transport routier. Il y a eu la Société de transport du Mali, la Sotrama. Et tout ceci, à un moment donné, on fermé parce que ça n'a pas prospéré. Ensuite, il y a eu une initiative de la Sotraka qui a créé Tababus et Bamabus. Ils se sont allés et en 1994, il y a eu la dévaluation et après, ils ont fermé. Et la mairie du district aussi a fait plusieurs initiatives. Ces initiatives ont concerné, il y a une convention qui est signée avec Ghana Transport, Banin Transport, Djara Transport. Mais en 2005, toutes ces sociétés-là ont periclité. D'accord. Donc, si on ne développe pas, c'est la première fois que nous développions en conclave cette thématique, il fallait qu'on rappelle, qu'on insiste pour que, en tout cas, tout le monde est interpellé, parce que nous sommes une capitale. Il faut que nous puissions mettre en place structurellement des sociétés structurées qui puissent transporter un grand passage. Mais il y a tellement de projets dans le pipe. On se rappelle par exemple de cette initiative il y a 3 ans, comme ça, une société que l'ami du district de Bamako voulait mettre en marche. On avait même déjà trouvé un nom qui s'appelait Bonyaba. Et ça avait pris la route, mais après, l'idée a disparu, le projet a disparu, on ne sait pas. Il y a plusieurs initiatives comme ça dans le genre. Oui, nous avions... Quel comptez-vous faire maintenant? Actuellement, nous avons plusieurs projets pour lesquels il y a eu des études. Les tracés ont été définis, les coûts de projet ont été estimés. Vous vous rappelez, lors de la visite du président Erdogan à Bamako, voilà, il s'était étonné que Bamako n'est pas une société de transport, une société comme telle. Et il a promis, en tout cas, d'aider la capitale malienne. De pourparlers ont été faits avec la société Calion, qui est venue à Bamako. Les études ont été faites. On attend la réaction du groupe Calion et le nombre de bus qui devaient être mis en place, les tracés, tout ça a été défini. Ensuite aussi, il y a eu une initiative avec Volvo, la firme Volvo en Suède. Le ministère des Transports et de la Mobilité a fait des déplacements là-bas. Tout a été mis sur place. Il y a eu des visioconférences, il y a eu l'étude de faisabilité devait être financée. Avec la situation actuelle du pays, les travaux sont arrêtés. Toutes ces situations sont arrêtées pour le moment. Il y a eu aussi le projet tramway depuis 2009 que la ville de Strasbourg a commandité et avec la population, avec le Mali. Tous ces tracés existent. C'est pour les réchauffer un peu qu'on a voulu cette fois-ci que ça ne tombe pas dans l'oubli. Ils sont dans le frigo et au fur et à mesure. Donc l'objet, c'est de nous rappeler qu'il y a toujours les projets dans le pipe. Qui sont là et qu'il ne faut pas oublier parce que à un moment donné, si nous ne faisons pas attention, on ne pourra pas bouger. Vous pensez que ça suffit? Rappeler? Oui. Aujourd'hui, les plus hautes autorités sont... Vous savez, il y a quelque chose qui est très important. Oui. Vous avez dit développement des transports de masse. Est-ce qu'il n'y a pas un petit mot qui manque pour nous, utilisateurs? Développement des transports de masse. Il y en a en Bamako, hein? Oui, il y en a au Mali, mais est-ce que ce sont des transports de masse de qualité? Transport de masse de qualité. On aurait voulu voir tout à l'heure. Alors, est-ce que vous avez des échanges pour nous dire, par exemple, le projet de tramway de Bamako qui est encore là, dont on avait bouclé même les études de faisabilité, on a suivi un peu quand même. Hein. Bien sûr. Moi-même, j'ai accompagné une équipe de reportage en France à l'époque. Exactement, oui. Et tout était bien. Oui. Alors, on ne sait pas. Est-ce que vous avez aujourd'hui des échanges? Vous avez dit, parce que quand on dit d'abord transport, c'est tous les transports, non? Bien sûr. Parce qu'avant, on disait transport fluvial, maritime, terrestre. Oui.
Tout englobé dans le transport. Englobé. Mais aujourd'hui, on est focalisé. Il y a des projets. Le transport masse ne concerne pas seulement le transport de personnes, le transport de marchandises qui est là. Le plus emblématique, c'est le transport sur les rails. Le projet Bamako-Caille, très bientôt. Oui, lorsque nous parlons des qualités, on parle de tout ça. Oui, on parle de tout ça, le train, le transport fluvial. Oui, l'État quand même. Le transport fluvial. Il y a une étude sur le transport entre Golobougou et Bamako jusqu'au deuxième pont. Golobougou, c'est vers la société de Kalaba. Ah, d'accord. Voilà, le transport sur le fleuve par bateau-bus. Les transports avec les Sud-Africains, les travaux sont beaucoup avancés. Et le dragage du fleuve va intervenir très bientôt. Nous pensons que cela peut aussi résorber le problème de mobilité. Bientôt, c'est-à-dire? Vous savez, un projet, c'est pas dans l'immédiat. On fait les études de faisabilité, on fait les études économiques, les études de rentabilité. Et ensuite, maintenant, la recherche de financement va suivre. Tout ça, il faut de l'argent. Alors, ça coûte cher. Est-ce que vous n'embrassez pas trop? Non. Projet bus sur le fleuve. Oui. Ah oui, il faut être ambitieux, vous savez. Oui. Il faut être ambitieux, il faut aussi, ça permet de... On dit qu'il embrasse trop mal les trains. Non, parce que au ministère des Transports, il y a différentes entités. Il y a la société de patrimoine ferroviaire qui s'occupe du transport ferroviaire. Il y a la commune qui s'occupe du transport sur le fleuve. Vous savez. Et 2022 a été une année charnière en ce qui concerne le développement de ce transport-là. Le corps fluvial était là et il y a eu 16 arrêtés d'application qui sont dans le circuit d'approbation. D'accord. Alors, sécuriser le transport fluvial parce que n'oubliez pas que ce transport a engendré beaucoup de morts d'hommes. Donc maintenant, nous sommes en train de fixer le corps pour dire qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre, quelles sont les conditions de visibilité, les signaux sonores, les signaux visuels. Donc tout cela a été défini et les arrêtés d'application sont dans le circuit d'approbation. D'accord. Alors, vous travaillez beaucoup. Peut-être que vous êtes en train de faire des efforts sous la pluie. On ne voit pas la sueur, comme on l'a dit. Mais déjà, on ne parle pas d'hiérarchisation, de priorisation, mais vous avez cité une idée géniale. Taxi sur le fleuve Niger, comme c'est la lagune. Le bateau-bus, oui. Comment vous appelez? Le bateau-bus. Bateau-bus, c'est génial. Ça va raboter sérieusement. Ça va non seulement décongestionner, et puis ça va amener beaucoup de sécurité. On voit maintenant la route de l'université. C'est une catastrophe. Alors, dans cet ensemble, dans ce chapelet de projets, dans le pipe là, quel est celui qui a le plus de chances de voir les jours? N'eût été les conditionnalités fixées par certains partenaires, ça trouve qu'avec Volvo, nous serons aujourd'hui dans les bus de bonne qualité et sécurisés. Okay. Nous espérons que très bientôt, les pourparlers vont faire en sorte que ce projet se réalise. Vous savez, les Maliens aussi ne sont pas restés en marge. Il y a 2 projets maliens. Il y a Demeso qui est là, qui est porté par les Maliens, qui est accompagné par les banques. Il veut mettre en circulation 120 bus. 120 bus et minibus. Et il a innové en créant de nouveaux trajets. Parce que pourquoi les taxis, les Sotramas sont aujourd'hui incontournables? Parce qu'il y a la flexibilité, ils rentrent un peu partout. Au lieu de les tracés logistiques qui sont là, il a voulu aussi créer d'autres tracés, mais surtout sur le bitume. Il y a aussi un Malien qui, depuis trop longtemps, au moins une dizaine d'années, il est sur Expressbus. Il y a un projet qui tient à cœur. Et voilà. Alors, est-ce qu'il n'est pas plus judicieux de mettre tous ses partenaires potentiels ensemble? Oui, ils sont tous ensemble. Parce qu'on a l'impression qu'on ne sait pas vers qui s'orienter, qui choisir, parce que chacun a un bon projet, apparemment. Oui, vous savez, la mairie du district, la fêtière de tout ce stationnement au niveau de Banco, le ministère des Transports et des Infrastructures est un catalyseur, permet de mettre tout ça à la branle. Le ministère de l'économie et des finances, parce que souvent quand on demande la garantie de l'État, c'est le ministère de l'économie et des finances. Quand il y a des interactions avec SIFI, une compagnie indienne, l'Élène qui a voulu à un moment donné 50 bus au Mali, ensuite le projet jusqu'à 128 millions de $, c'est le ministère des Affaires étrangères qui rentre en ligne de compte. Il y a toute une synergie qui est là, une plateforme où tout le monde se parle. Souvent, les projets sont là, la mise en place prend du temps, mais quand le bout de tunnel est là, ça va vite. Vous pensez qu'il est vraiment aisé, comme vous le dites, de développer les transports de masse à Bamako ici? Parce qu'on a vu, 60 ans d'indépendance, nous avons presque les mêmes artères principales.
Oui. Voilà. Alors, si vous voulez vraiment utiliser les transports en commun à Bamako, il faut que vous déplaciez, venez vous arrêter sur une voie principale pour que ça n'est pas évident. J'ai l'impression que prévoit l'urbanisation, le plan d'urbanisme de Bamako, s'il n'est pas également adapté, je ne sais pas dans quel sens il évolue, mais si vous ne prenez pas langue avec eux non plus, ça va être difficile, non? Parce que Bamako est très mal desservi. Vous avez touché le fond du problème. Parce que l'urbanisation, dans son ensemble, n'a pas tenu compte de tous ces mouvements. C'est ça le problème. Aujourd'hui, tous les projets structurants se font, les ministères concernés travaillent ensemble. Aujourd'hui. Et le développement futur passe infailliblement par il faut modifier les infrastructures sur place qui sont mis en route parce que le besoin de déplacement est là. Il y a au moins 1 800 000 déplacements par jour à Bamako. Les infrastructures ne peuvent pas absorber. Raison pour laquelle, à un moment donné, parce que, vous l'avez dit dans votre intervention, tous les marchés, les centres commerciaux, les institutions sont sur la rue gauche, sont concentrés dans une de communes. Et il y a un mouvement pendulaire qui est là. Les gens de la rue droite, du nord, du sud, tous convergent vers le même lieu. Le matin, ça crée des embouteillages. Et le soir, c'est le mouvement contraire. Et aussi les quartiers où il y a certains quartiers de la commune 2 qui ont des entrepôts où les gros porteurs sont obligés de venir ravitailler. Et un gros porteur à Bamako aux heures de pointe, ça crée des problèmes. Donc il y a tout cela il faut être repensé et mis au goût du jour. Cela a été rappelé. Le chemin est long, le travail est vaste et nous allons nous y mettre pour que, avec le concours de tout le monde, pour que enfin Bamako puisse être une capitale qui puisse marcher comme les autres. Ah, c'est bien beau de voir les tramways, de voir des bus modernes à Bamako. L'espoir est permis. Mais ce n'est pas pour demain. Oui. Et déjà, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer le quotidien des habitants de Bamako? Parce qu'il y a déjà un existant qui s'appelle le Sotraman. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas être un peu plus regardant sur leurs conditions? Améliorer déjà l'existant, ce n'est pas non plus dans vos projets? Oui. Ça serait quelque chose. C'est dans le projet, il y a ce qu'on appelle le projet de renouvellement du parc commercial qui est là. Ce renouvellement prévoit l'acquisition de 1000 minibus de 750 véhicules de transport de marchandises, de 450 véhicules citernes. Donc, parce que le parc est vieillissant, il est à un moyen d'âge de 17 ans, et il y a des véhicules de 1973 qui sont encore en circulation, qui font le transport interurbain, et tout le parc qui est là, qui devra être renouvelé, le CMTR et le ministère des Transports s'y mettent. Plusieurs activités, plusieurs avancées ont été faites au niveau des transports interurbains. Transports interurbains entre les villes, entre les capitales et les villes secondaires. Beaucoup de carnifs ont été acquis. Mais c'est le transport urbain de Bamako qui traîne. Parce que les artères ne sont pas dédiées pour le transport du bus propre. Parce qu'un bus ne peut pas exploiter les mêmes lignes, les mêmes réseaux que les véhicules minibus. Il faut un tracé dédié. C'est ce qui fait que toutes les expériences ont périclité, n'ont pas prospéré dans cela. Donc, les initiatives sont en cours d'être, en tout cas, les projets sont là pour que les voies tracées puissent être agrandies et qu'il y ait des voies propres au transport, au tramway, au métrobus et aux bus qui seront très bientôt acquis. Autre élément très dissuasif à Bamako, c'est vrai, on va prendre des mesures, on va faire des tracés, mais celui qui va mettre vraiment ces milliards dans les bus là, mais tu vas perdre ton temps parce que ce sera une entreprise structurée. On va dire par exemple le bus pour quitter la Tour de l'Afrique et venir vers je ne sais pas, les centres-villes, ça doit prendre 30 minutes. Mais quand vous arrivez au niveau des Dabanani, mais ça va mettre 1 heure là-bas, vous voyez que ça donne les fossés et ça fausse les données. Oui, c'est une des plans d'affaires. On sait comment Bamabus, Tababus là sont allés à l'eau. Hein. Vous savez, les éléments aussi. Dabanani aujourd'hui est occupé. Notre Qatar c'est caractérisé par cela. Une ville où le réseau routier est là, il n'y a pas de trottoir. Pas de trottoir dédié pour les piétons. Les piétons sont obligés de marcher sur la voie ouverte à circulation de véhicules. Il n'y a presque pas de pistes cyclables. Rarement de pistes cyclables. Et même les voies dédiées, l'anneau Sotraman, aujourd'hui n'existe plus. Le Citano est occupé par les marchands. Alors comment peut-on laisser faire comme ça? Oui, c'est une question d'autorité maintenant. Ah d'accord. Surtout ce Tano Sotraman
est géré, est conçu, est pensé, est exploité par la mairie du district. Ils ont également le droit de vous poser des questions. Je vois qu'ils sont intéressés. Allez-y. Oui, moi, j'ai une question qui me taraude depuis tout le temps que je suis à Bamako. Oui. Quand je vois, je voudrais plutôt m'intéresser au transport des passagers. Vous voyez, on parle des PACA à Abidjan, on parle de je ne sais pas quoi à Dakar. Ici, c'est les Sotraman, les requins du point G. Quand vous rentrez dans ces requins, vous voyez la terre, hein. Absolument. Sur vous. Oui. Qu'est-ce que la direction générale des transports, et M. Diombele, vous avez touché à quelque chose. Je me rappelle la première compagnie de bus, il y a eu Bamabus, mais il y a eu Diarak Transport qui a voulu faire quelque chose, on l'a caillassé. Les premiers bus qui sur le point G, on les a caillassés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive pas? Parce que c'est terrible. Moi, je ne sais pas s'il y a un plan de redressement ou d'organisation de cela. Quelle riposte? Oui, vous savez, le problème. C'est manquement, là. Oui, vous savez, c'est comme ça. Tout le monde le connaît. Tout le monde connaît le problème. Tout le monde connaît le problème. Les solutions ont été proposées. L'aspect social, souvent, prend le pas sur l'aspect réglementaire ici au Mali. Le transport, comme vous l'avez dit, Menakura, point G, est souvent fait souvent, pas comme vous le dites, par les requins, on va pas par les taxis où souvent on voit l'asphalte. Vous savez qu'ils sont là, ils sont au nombre de certains nombres. Vous savez, il y a les bâchers qui sont encore dans la totalité, ils sont sur le stade du Badjala. Oui. Avant les bâchers, il y avait le transport sur les chevaux qui traitaient. Les bâchers sont venus petit à petit, ils se sont allés de côté. Les instruments sont venus, ils ont mis les bâchers un peu à l'écart. Et nous pensons que quand des sociétés structurées viendront, quand l'État aura les moyens, parce que tout cela demande des moyens, et on peut aller avec des partenaires publics-privés. Quand tout cela sera mis, le nouveau système ne sera pas mis pour chasser les instruments ou les taxes. Non, le système va se réguler de lui-même. Le plus performant va prospérer. Jusqu'à preuve contraire, on n'a pas eu de réponses idoines, de réponses adéquates par rapport à la mise en place des sociétés structurées de Bissola. Parce que le montage financier certainement a été biaisé. Ce qui a mis à rude épreuve le société, c'est la dévaluation intervenue en 1994, qui, du jour au lendemain, les sociétés se sont trouvées avec une ardoise très salée. Donc, ce n'était pas prévu du tout, et ça crée des problèmes. Alors, monsieur le directeur, et quelle est la structure qui s'occupe vraiment du transport à Bamako? Ça relève de la mairie du district de Bamako ou ça relève de qui? Ça relève de la mairie du district de Bamako. Alors, ils ont des projets, pourquoi vous ne les associez pas pleinement? Si, ils ont une structure qui s'occupe du développement de Bamako, qui mûrit des projets. Le dernier projet était avec les Chinois. Oui. Et nous avions pensé que ce serait mis très bientôt. Mais tout le temps, il y a des derniers blocages un peu. Et on demande le plus souvent à l'État d'apporter la garantie. Donc, l'État est associé, parce qu'un développement urbain ne peut se faire qu'avec l'État aussi. L'État catalyse, l'État permet que toutes ces synergies se mettent en place. Vous savez. Donc ce sont des partenaires qui ne sont pas potentiellement financièrement solides, qui demandent toujours une part de l'État. Quand vous dites garantie de l'État, quelle garantie? Parce que quelle garantie financière? Bien sûr, quand la banque injecte de l'argent pour financer un projet, en contrepartie, elle demande une garantie. Et dans un État structuré. Ça peut être de plusieurs ordres. Hein. L'État peut ne pas avoir de l'argent. Voilà. Mais la caution institutionnelle est là. Exactement. Il faut que le ministre des Finances, il faut que l'État garantisse pour dire que oui, j'accepte que le projet soit financé. C'est cela. Souvent, il y a des priorités. Il y a des priorités qui sont là. Mais il faut que l'État soit au cœur du montage pour savoir est-ce que le projet est bien lisible, est-ce que le projet est bien portable. Dès lors que cela est fait, l'État va s'engager. Donc ça veut dire que ce n'est jusqu'ici pas le cas. Il faut un cavalier seul. L'État n'est pas pleinement associé. Voilà pourquoi ça n'aboutit pas. Voilà. Toutes les visioconférences qu'on a faites ont été faites avec le ministère de l'Économie et des Finances. Mais le blocage, c'est souvent la garantie. D'accord. C'est la garantie. Ok. Est-ce que vous associez les syndicats des transports aussi lorsque vous tenez des réunions dans le genre? Oui. Ils ont posé à la réunion dernière, la réunion des services transports qui s'est tenue les 24 et 25 novembre. C'est fait avec le CMTR, qui est la fêtière de tous les transporteurs. C'est fait avec l'ensemble des syndicats de transporteurs, de conducteurs de transporteurs. Donc, ils sont partie prenante.
aucune décision, aucun projet mûri n'est développé sans l'apport de tous les acteurs concernés. Vous savez, nous sommes un département beaucoup participatif. Le département de transport fait participer l'ensemble des partenaires à ce qui concerne la conception, le développement de tout ce qui peut amener à un changement possible, en tout cas dans la vie. Monsieur Bagayoko, je suis sûr qu'il n'est pas venu très à l'aise. Hein. Vous avez été un peu embêté ce matin par la situation à Bamako. Oui, comme voilà, il a une question aussi. Comme d'habitude. En fait, j'estime que ce ne sont pas des initiatives qui manquent, mais le développement des transports doit aller de pair avec le développement des routes. Ça, c'est très important. Et deuxièmement, il faudrait que les textes déjà en vigueur soient appliqués. Parce que j'ai l'impression que ces textes-là ne sont pas effectifs dans leur application. Ce qui fait que, quelles que soient les initiatives, tant qu'on n'agit pas, alors on va être confronté à des mêmes problèmes. Moi, je pense. Vous savez, vous avez toujours le problème au fond. Nous avons de bons textes. Et la difficulté, c'est l'application. Tout récemment, on est en train de vouloir faire la promotion du port de casque. Notre département, nous sommes chargés, avec les autres départements, avec vous, avec les chefs de famille, avec les responsables, avec les grands frères, ce que j'appelle les grands frères, pour promouvoir le port de casque. Donc, la promotion du port de casque passe par la prise de conscience que je porte le casque pour moi-même, pour me protéger. Dans un pays où on n'a pas compris cela, où on pense que l'État est en train d'obliger, l'État n'a pas obligé, l'État n'oblige pas quelqu'un à porter le casque. Le code de la route par d'obligation pour le casque parce que le législateur malien depuis 1973 a voulu protéger le conducteur de motos à 2 roues ou 3 roues. Mais c'est l'homme lui-même. C'est le père de famille qui achète la moto pour son enfant. Vous achetez une moto pour votre enfant, vous ne donnez pas le casque. Vous l'avez trahi. Un grand frère qui, lorsque le jeune frère passe au DF, passe au bac, il paye une moto, il ne donne pas une casse à l'appui. Non, ça c'est pas correct. Donc vous l'avez dit, allez-y vous tuer, allez-y faire un accident, vous tombez. On peut avoir un bras fracassé, ça peut aller. Un pied fracturé, ça peut aller. En tout cas, une tête fracturée. Les chances sont minces. Et nous avons vu plusieurs images. C'est l'occasion aussi de vous remercier. Lorsque Mme le ministre est passé sur les antennes, le Lorotem a eu le courage de diffuser ces images qui ont choqué. L'intention première était de choquer les gens. Et ça a porté fruit. Beaucoup de gens aujourd'hui dans la circulation portent d'eux-mêmes le casque de protection. D'accord. De plus en plus, quand les gens vont comprendre cela, les textes seront appliqués facilement. D'accord. Il faut protéger les enfants. Oui, absolument. Alors, célébrons les enfants. Le 20 novembre, on nous rappelle qu'ils constituent une couche très importante de notre société. C'est une évidence. C'est la palissade de le dire. Hein. Oui. Il est donc impératif de leur accorder une attention particulière. Comment ? En connaissant par exemple leurs droits, mais aussi et surtout promouvoir et mettre en lumière ces droits fondamentaux, gages de croissance et de développement. Ici au Mali, la célébration de la Journée mondiale de l'enfant était placée sous la présidence du ministre Wassi Dje Founi Koulibaly, et c'était justement à la Cité des enfants, c'est ce que nous dit Awama Kamara. Nous voyons les images de la célébration de cette journée 20 novembre dédiée aux enfants, à tous les enfants, sans exclusif, non? Oui. Ah ben, très bien. Alors, vous êtes sur le plateau, Monsieur Soubagayoro, directeur national de la promotion de l'enfant et de la famille. Alors, pourquoi vous focalisez, vous appesantissez sur ces deux couches, l'enfant et la famille? Oui. Parce qu'il n'y a pas la femme chez vous. Parce que la femme, elle est déjà dans la famille. Oui, en fait, c'est pour mettre l'accent sur les inégalités que nous constatons envers certaines couches. Je voudrais tout d'abord remercier l'ORTM pour nous avoir accordé ce plateau en vue de parler de notre journée, au nom de notre ministre, Mme Wadija Founi Koulibaly, au nom de tout le personnel du ministère et surtout au nom de tous les partenaires qui nous accompagnent. Je voudrais dire qu'au nom du département, je voudrais remercier le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et tout le gouvernement et toutes les institutions de la République qui nous ont fait honneur de célébrer cette journée. Je pense que vous avez vu sur les images la présence de beaucoup de membres du gouvernement, donc des ministres et des membres du CNT.
d'autres institutions. Donc, nous avons célébré cette journée avec les enfants. Okay. En fait, ce n'était pas une seule journée, parce que vous savez, le 20 novembre, c'est vrai, c'est consacré à l'enfance. Mais nous avons, depuis le 19, commencé à célébrer cette journée avec les enfants. En quoi faisant? En faisant participer les enfants aux Jeux, parce que vous comprendrez que le thème de cette année, c'était pour chaque enfant, participation, égalité des droits et inclusion. Et cette inclusion faisait allusion à toutes les catégories d'enfants, que ce soit un enfant en situation normale ou un enfant en situation de handicap, alors étaient invités à participer aux Jeux qui étaient préparés par les enfants et avec les enfants. Et c'était à la Cité des enfants. Nous avons, avec l'UNICEF, qui est un partenaire potentiel dans le domaine de l'enfance, qui a beaucoup investi les moyens techniques, financiers et même logistiques pour pouvoir, en tout cas, offrir aux enfants des espaces qui leur permettent aux initiés des sports et aux non-initiés pour pouvoir, en tout cas, participer à cette cohésion, parce que le jeu est un facteur de cohésion. Alors, monsieur le directeur, lorsqu'on dit enfant au Mali, ça dit quelle tranche d'âge? L'enfant, c'est de 0 à moins de 18 ans. D'accord. Au Mali. Ils étaient tous concernés par cette journée? Ah oui, tous les enfants et même les jeunes étaient concernés par, en tout cas, cette célébration. Ça a été vraiment un honneur pour nous de pouvoir amener toutes les catégories d'enfants, même les enfants non-voyants, les enfants avec handicap physique, avec handicap mental, avec d'autres types d'handicap, et jouer avec les autres enfants dits normaux. D'accord. Voilà. Alors, ça, c'était une opération événementielle. Nous, on va l'appeler, les journalistes, et peut-être que vous allez trouver que nous, on est un peu trop exigeants côté oui. ludique de la chose. Il faut amuser tout le monde, tous les enfants. Oui. Ces jours-là, ils étaient tous sur le même palier. Oui. Et après, chacun retourne dans son domaine, oui. dans son environnement, oui. avec ses difficultés, ses spécificités. J'y parviens maintenant. Oui. Alors, qu'en est-il? On vous dresse maintenant un tableau, là, on le met là. On vous dit, donnez-nous la photo du paysage de la vie des enfants au Mali. Le tableau, il est comment? Reluisant? Comment il se présente? Bon, il est reluisant, mais pas très reluisant. Qu'est-ce qui est... Est-ce qu'on peut... Oui, pas très reluisant, parce que nous savons qu'il y a assez de défis au niveau national par rapport à la protection de l'enfant. Parce que quand on parle de protection de l'enfant, vous voyez tous les secteurs, en tout cas, intervenir dans la protection de l'enfant. Le secteur de la santé, le secteur de l'état civil à travers les actes de naissance, le secteur de la justice, le secteur de l'éducation. Donc c'est un ensemble d'acteurs qui se retrouvent sur le même champ pour pouvoir offrir aux enfants, en tout cas, la protection nécessaire. Donc ça demande beaucoup de coordination, ça demande beaucoup de synergie entre ces différents acteurs, que ce soit étatique et même des partenaires techniques et financiers. Vous voulez dire que ce chapelet d'organisation, ça fait un peu désordre? Bon, pas désordre, mais nous avons besoin de plus de cohésion, de plus de coordination à ce niveau, parce que nous savons qu'il y a des acteurs sur le terrain, alors qui travaillent avec les enfants et pour les enfants, mais qui souvent ne participent pas à souhait, en tout cas à ce que nous voulons mettre en place en termes de coordination. Okay. Là, c'est une insuffisance à ce niveau. Ah, les enfants en situation difficile, il y en a beaucoup. Hein? On ne va pas dire qu'ils sont plus nombreux que les enfants qui sont dans des situations relativement acceptables. Oui. On va prendre par exemple cet exemple de la maison... de la maison les non-voyants, les malvoyants. Oui, oui. Oui, il faut dire la vérité. Il y a beaucoup de situations comme ça. Et prenons par exemple ces cas. On ne peut pas vraiment dire que ceux-ci-là sont dans une situation plaisante. Est-ce qu'il y a des mesures particulières en direction des enfants qui vivent dans des situations particulières? Tout à fait. L'État est en train de mettre tous les moyens. Vous savez que c'est l'État qui est le premier garant de cette protection de l'enfant. Donc l'État est en train de mettre tous les moyens pour pouvoir offrir à tous les enfants sans discrimination, pour que chaque enfant puisse jouir de ses droits. Mais la réalité est que l'État aussi a des moyens limités. C'est pourquoi nous sollicitons les partenaires. Vous avez parlé des enfants malvoyants ou non-voyants. Alors, vous savez qu'il y a une structure dédiée à cela. Il y a aussi un accompagnement de l'État à cette structure, mais les partenaires aussi appuient cette structure pour que ces enfants puissent apprendre, pour que ces enfants puissent jouir, en tout cas de leurs droits de façon effective. Et lorsque vous parlez de partenaires, vous parlez de qui? Je parle de l'UNICEF, je parle de Right to Play, je parle de Plan International, je parle d'ENDA, de World Vision, de Save the Children. J'en oublie volontiers. En fait. Alors pourquoi on n'a jamais vraiment
pas de stratégie à l'interne ici, stratégie chez nous ici pour pouvoir mobiliser les ressources domestiques auprès des maliens même. Il y en a. Pourquoi on ne peut pas développer des partenaires publics privés comme ils le font dans leur domaine? Mais sur le plan social, c'est en direction vous ne parvenez pas à mobiliser l'altruisme national en direction de ces enfants. C'est compliqué. Bon. Il n'y a pas de stratégie pour cela? Non, ce n'est pas qu'il n'y a pas de stratégie. Nous approchons le secteur privé par rapport aux besoins de l'enfant. Et nous savons que les enfants, surtout qui sont dans les centres de protection, par exemple, qui n'ont connu ni père ni mère souvent, et qui sont dans des situations très très difficiles, nous sollicitons les partenaires, les secteurs privés, les banques par exemple. Alors nous sommes en partenariat avec certaines banques qui appuient par exemple le centre d'accueil de placement familial La Pouponnière et qui appuient aussi d'autres structures de protection de l'enfant. Donc nous sommes en train de travailler avec tous ces partenaires qui sont sensibles en tout cas à cette protection de l'enfant. Mais en réalité, les moyens ne sont pas toujours présents. Et les citoyens lambda, on a dit Mali, Hinedougoudo. Mais jouer sur cette fibre-là. Oui, en fait, il y a des efforts, mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi dans des difficultés, qui sont en train de vivre au jour le jour. Donc, ce qui fait que cet accompagnement n'est pas très bien visible. Mais pourtant, c'est le cas. Il y en a des partenaires, des particuliers, des personnes de bonne volonté qui appuient de façon anonyme ces structures ou ces centres qui accueillent les enfants. D'accord. Et on est presque à la fin de l'émission. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais on vous donne la parole quand même, chacun une phrase. Oui. Vous voulez poser une question? Oui. Ah oui, c'est pour finir. Allez-y rapidement et puis voilà. Monsieur Braillego, quel est le concept que vous donnez à l'enfant et à la famille? Parce que moi, j'ai un souci. Compte tenu des partenaires qui interviennent, la famille est toujours, même s'il y a une direction nationale de la famille, on parle toujours de la femme, de l'enfant, mais la famille est toujours... Il n'y a pas d'associé, il n'y a pas de partenaire qui s'occupe de ça. Tout à fait. Or, dans notre conception, non. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'enfant, s'il n'y a pas de famille. Je ne sais pas, ça me pose un peu de problème. Là, vous avez raison. En fait, c'est un des aspects clés sur lesquels je suis en train de m'appesantir pour dire que quoi qu'on fasse pour l'enfant, si on ne tient pas compte de son environnement familial, on aurait investi sans atteindre les résultats. Absolument. Quoi qu'on investisse dans les femmes, et si on ne tient pas compte de l'environnement familial de ces femmes, on n'aura pas les résultats escomptés. Pour dire que les partenaires ne sont pas très sensibles au mot famille, parce qu'ils pensent que la question familiale relève de la souveraineté de l'État. Voilà. Alors, c'est pourquoi nous développons des stratégies pour que nous puissions prendre en compte l'environnement familial de l'enfant et même de la famille. C'est très important parce que c'est là où tout commence et tout part. Si on n'investit pas en termes d'éducation, en termes de connaissance même de la famille, de ce que c'est que la famille, quels sont les éléments constitutifs de la famille. Si l'enfant est en manque de connaissance à ce niveau, on aura investi en lui, mais on n'aurait pas atteint les résultats escomptés. Donc c'est vraiment un aspect très important. Souvenez-vous qu'il y a une politique nationale de promotion de la famille, mais elle est méconnue parce qu'il y a eu un plan d'action. Malheureusement, les partenaires, l'État aussi n'a pas assez les moyens pour pouvoir mettre en œuvre toutes les actions que nous avons prévues. Et c'est très important, cette question. Moi, je voudrais intervenir sur un domaine. Oui. Nous sommes tous interpellés quand nous voyons tous les jours, quand on passe dans les rues de Bamako, les enfants qui sont dans la rue, qui viennent accoster le véhicule, qui viennent demander quelque chose. Certains même ont des haches sur leurs épaules. Ou les gens qui sont là, en tout cas, ou les gens qui demandent quelque chose. Bon, ça interpelle. Ils vont faire de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Ils sont déscolarisés, ils sont même pas partis à l'école. Ils vont grandir comme cela. Ça interpelle, ça crée un problème. Les problèmes sont immenses. C'est l'heure du journal qui vous sera présenté tout à l'heure par Abdul Karim Kaba. On est désolé, la prochaine fois, on va beaucoup plus parler de vos sujets qui sont tous très, 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 très importants. Merci à vous.
n'a même pas les mots pour conclure. Monsieur Emmanuel Sagara, président du comité de pilotage du projet JISRA. À vous, monsieur Mamadou Sow, directeur général des transports. Monsieur Bagayogo Youssouf, merci d'être venu. Vous êtes le directeur national de la promotion de l'enfant et de la famille. On rappelle, journal 13h, Abdul Karim Kaba tout à l'heure sur ce plateau. Prochain rendez-vous avec Actu Hebdo, Inch'Allah. Dimanche prochain, Canal 12-13. Restez sur l'RTM et excellent moment de télévision.